Bonjour et bienvenue dans ce huitième et déjà dernier épisode de la formation master de la HESSO relative à l'intelligence artificielle, réalisée tout au long de l'automne 2024 en format iFlex, c'est-à-dire à la fois synchrone et asynchrone, présentiel et distanciel. Voici les questions auxquelles nous avons tenté de répondre tout au long de ce cours en 8 épisodes. Comme vous pouvez le constater, il ne nous en reste qu'une, et non des moindres, celle qui porte sur l'utilisation de l'IA dans le respect du cadre de ce que l'on nomme l'intégrité académique. Alors je vous propose pour commencer d'essayer de définir cette notion d'intégrité académique. D'après la cellule d'experts pour l'intégrité académique de la HESSO, l'intégrité académique consiste en la posture que les chercheuses et les chercheurs, le corps enseignant, le corps estudiantin et l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la communauté académique adoptent pour œuvrer à la création et au partage des savoirs. Cette intégrité académique se fonde sur le respect des valeurs que sont l'honnêteté, l'exemplarité, l'équité, la confiance, la transparence, la responsabilité, l'indépendance et l'ouverture. Dans le monde anglo-saxon, on trouve plus souvent une liste de 5 valeurs qui sont l'honnêteté, la confiance, l'équité, le respect et la responsabilité. Ces valeurs et cette notion d'intégrité académique touchent à des domaines qui sont à la fois éthiques, académiques et juridiques. Cette notion d'intégrité académique est une préoccupation permanente dans les milieux académiques, c'est-à-dire de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le 8 novembre 2024, donc tout récemment, la conférence suisse des hautes écoles a adopté l'ordonnance sur l'assurance qualité en intégrité scientifique, validant la création du Centre suisse de compétences en intégrité scientifique, qui conseillera les hautes écoles et centralisera les données sur l'intégrité scientifique en Suisse. Alors la notion d'intégrité académique est étroitement liée à celle de fraude. Le non-respect des principes et des règles d'intégrité académique est assimilable à de la fraude. Il peut mener à des sanctions académiques, non-acquisition des crédits, invalidation du titre obtenu, disciplinaires, avertissement, exclusion, voire juridiques dans les cas les plus graves. Il existe différents types de fraude, je vais en mentionner trois principales. Le plagiat, c'est-à-dire le non-respect des règles en vigueur en matière de citation et de référencement des sources ayant servi à l'élaboration d'un travail académique, littéraire ou artistique. Le tiers caché, ou ghostwriting, qui est le fait de recourir à un tiers dont on dissimule le rôle pour la réalisation de tout ou partie d'un travail académique, littéraire ou artistique. Et enfin, la tricherie ou la triche, qui est le recours à des moyens non autorisés pour réaliser un travail académique, littéraire ou artistique. Notez que le plagiat recouvre un certain nombre de notions telles que notamment l'autoplagiat, qui consiste à omettre de référer à ses propres travaux antérieurs, ou le fait de publier dans une autre langue un travail déjà publié. Dans ce cas, il peut même y avoir violation des clauses contractuelles signées avec l'éditeur du premier travail. Et bien entendu, dans la catégorie du tiers caché, on trouvera l'intelligence artificielle générative. Nous allons y venir juste après. Je m'attarde un tout petit moment sur la notion de tricherie qui est assez vaste et même un peu vague. L'Université de Genève, par sa commission facultaire d'éthique, a listé un certain nombre d'infractions en matière de connaissances scientifiques et de publications. On trouve parmi ces infractions le fait d'inventer des résultats de recherche, de falsifier des données, d'exclure des données et des connaissances sans le signaler ou sans raison, le fait de ne pas stocker en lieu sûr des données collectées dans le cadre d'un projet de recherche, ou de supprimer des données et des matériaux avant l'expiration du délai de conservation de 5 ans. En matière de diffusion et de publication, l'Université de Genève cite le fait de ne pas accorder le statut d'auteur à quelqu'un qui a contribué de manière essentielle à un travail, ou au contraire, et c'est intéressant, d'accorder le statut d'auteur à quelqu'un qui n'a pas fourni de prestations scientifiques suffisamment importantes. Ou encore, répartir les résultats d'un projet de recherche dans plusieurs publications dans le but de rallonger la liste des publications. Évidemment, les cas de tricherie ne se limitent pas à cela, et on peut en imaginer encore un grand nombre. Alors j'ai trouvé dans une publication du Tableau, qui vous est présentée ici, la référence à une recherche qui a étudié les principales causes du plagiat lorsqu'il a lieu chez les étudiantes et les étudiants. Le plagiat provient de tout un tas de causes qui ne sont pas forcément la malhonnêteté au départ. Ça peut être la facilité, le manque de temps, le fait que tout le monde le fait, donc on va le faire aussi. C'est particulièrement le cas pour l'utilisation d'outils comme ChatGPT.
C'est considéré comme une pratique sans risque, donc pourquoi s'en priver? C'est une habitude déjà prise qu'on n'interroge plus. Cela peut venir du manque d'aptitude aux études et ça peut être une manière de compenser des difficultés, la méconnaissance des règles, je viens de l'évoquer, d'un désir de performance alors qu'on pourrait réussir, on souhaite réussir davantage. Ça peut être une manière de répondre à la panique à l'approche des examens ou bien sûr à la surcharge de travail, à la difficulté dans la maîtrise de la langue, etc. Toutes ces difficultés sont absolument légitimes, mais il est possible de les traiter dans le cadre de l'intégrité académique, c'est-à-dire sans tricher. Alors pourquoi se préoccuper de l'intégrité académique? Bah, pour diverses raisons. D'abord parce qu'il est nécessaire que les enseignantes et les enseignants puissent évaluer les apprentissages véritables, le rendement réel des étudiants. Pour également préserver la valeur des titres et des diplômes qui sont décernés par l'institution. En cas d'accusation de fraude ou de plagiat, c'est toute l'institution dont la valeur des diplômes est réduite. Ensuite, pour préserver évidemment la propriété intellectuelle des véritables auteurs. Et parce que la connaissance des règles de citation des sources fait partie intégrante d'une formation universitaire de qualité, bien évidemment. Enfin, parce que l'accès facile à une diversité d'informations démultiplie les possibilités et les risques de manquement à l'intégrité. Et j'ajouterais, parce que l'accès facile à une diversité d'outils numériques démultiplie ces possibilités. Possibilités et risques de manquement à l'intégrité qui ne sont pas toujours volontaires, qui, comme on l'a vu précédemment, peuvent être naïves ou inconscientes. Alors, venons-en au sujet de ce cours, l'impact de l'IA sur l'intégrité académique. On a vu dans les cours précédents tout un tas de raisons qui font peser des inquiétudes quant à la préservation de l'intégrité académique dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche suite à l'apparition de l'intelligence artificielle. Quelques images que je vous avais présentées. La première montre combien les outils d'intelligence artificielle augmentent leur performance de jour en jour, finissent par être parfois plus performants que des experts humains sur des questions de niveau doctorat en sciences. Je vous avais présenté cette nouvelle fonctionnalité de Microsoft qui intègre peu à peu Copilot, c'est-à-dire son chatbot, dans sa suite Office, pour finalement être complètement intégré et nativement utilisable comme le correcteur orthographique finalement dans Word, ce qui va nous amener à l'utiliser de plus en plus inconsciemment. Je vous avais présenté les possibilités de combinaison des outils d'intelligence artificielle qui permettent de générer une vidéo d'un PowerPoint avec un avatar qui dit un texte sur des diapositives, le tout étant intégralement généré par l'intelligence artificielle à moindre effort et sans avoir besoin de connaître le sujet. Je vous avais également présenté des possibilités de clonage de voix, mais aussi de vidéos. Et enfin, vous le savez, si vous avez déjà utilisé ChatGPT ou un autre chatbot, si on lui demande de rédiger une dissertation de philosophie sur la notion de contingence, par exemple, eh bien, il va de soi que le chatbot s'exécute. C'est évidemment pas la meilleure manière de lui poser la question. Vous avez suivi le cours sur le prompt engineering et il y a un certain nombre de règles à observer si on veut une bonne dissertation, mais le fait est que même avec un mauvais prompt, on arrive déjà à obtenir quelque chose. Donc ça, évidemment, ça perturbe beaucoup les enseignants dans leur processus d'évaluation. Il est absolument évident que ça les amène à faire évoluer leurs évaluations, mais en parallèle, les étudiantes et les étudiants, certes, font leur métier d'étudiant en s'engouffrant dans les brèches, mais doivent se préserver des risques de manquement à l'intégrité académique qui pourraient être détectés et qui pourraient conduire à des sanctions parfois graves, comme on l'a vu. Sur la question du rapport entre IA et plagiat, j'aurais une position un peu modérée. On lit sur ce site Mind the Graph la phrase suivante: ChatGPT lui-même ne commet pas de plagiat car il s'agit d'un modèle IA conçu pour générer des réponses basées sur des motifs appris à partir d'une vaste quantité de données d'apprentissage. Autrement dit, ChatGPT ou n'importe quel autre chatbot produit en général du texte original. Notez tout de même qu'avec les dernières versions, par exemple de ChatGPT, les chatbots commencent à aller chercher des informations sur le web et peuvent très bien extraire des textes sans que vous vous en rendiez compte et malgré tout commettre du plagiat, c'est-à-dire extraire des textes sans les mentionner ou sans mentionner l'auteur ou la source, parfois en mentionnant la source mais en oubliant de mettre des guillemets, ce qui vous risquerait de vous laisser croire que le texte est original.
Donc, le contenu généré par les chatbots peut potentiellement inclure des extraits de texte ou des phrases issues des données d'entraînement auxquelles il a été exposé ou du web, de pages web qu'il a consultées. Ça signifie donc que certaines réponses de ChatGPT peuvent ressembler à du contenu existant et sans attribution appropriée, cela pourrait être considéré comme du plagiat s'il est présenté comme un travail original. Ceci dit, le plagiat, si on se limite aux productions des chatbots, fait référence à l'acte de présenter le travail, les idées ou les mots de quelqu'un d'autre comme sien sans attribution appropriée. Donc à moins que le chatbot ait effectivement, comme je viens de le mentionner, extrait un texte dont l'auteur était identifiable, quand il produit un texte original, eh bien, il est malgré tout impossible de considérer qu'on a pris le travail ou les idées ou les mots de quelqu'un d'autre, au sens où ChatGPT, un chatbot, n'est pas quelqu'un d'autre, n'est pas une personne physique. Donc, en toute rigueur, et à part les quelques cas que j'ai mentionnés à l'instant, un texte produit par un chatbot ne conduit pas formellement à ce que l'on pourrait appeler plagiat. Ceci dit, le fait de recopier un texte généré par l'IA et de le présenter comme un travail original, c'est quand même un petit peu triché. Donc, ce que je propose, c'est de se détacher, de se dégager de cette notion de plagiat, de se concentrer sur simplement l'idée d'intégrité académique telle que je l'ai définie et sur la définition de ce que c'est que tricher. Alors, venons à la façon dont ça peut être traité dans une institution et dans le cadre de l'enseignement supérieur. À la HESSO, nous avons énoncé et formulé un certain nombre de principes directeurs, une douzaine, qui sont répartis en trois catégories. Ceux qui concernent plutôt les directions des hautes écoles, ceux qui concernent plutôt les filières, les responsables de filières et les responsables de programmes, et ceux qui concernent l'enseignement, c'est-à-dire les enseignants-enseignantes et également les étudiantes et les étudiants. J'enregistrerai à l'issue de ce cours une vidéo spécifique pour les enseignantes et les enseignants, mais on peut déjà mentionner dans cette catégorie des principes directeurs liés à l'enseignement, les quatre qui sont mentionnés ici, à savoir la transparence, l'intégrité, la protection et la responsabilité. J'en dis quelques mots, ils sont disponibles sur le site mentionné sur cette page. La transparence concerne la recommandation que nous faisons aux enseignantes et aux enseignants de favoriser le dialogue avec les étudiantes et les étudiants, de clarifier les règles et de leur demander en retour de préciser la façon dont ils utilisent l'IA au quotidien. Nous y allons y revenir dans quelques minutes. L'intégrité concerne le fait de parler aux étudiants des règles d'intégrité académique. C'est exactement ce que je suis en train de faire dans ce cours. Nous sommes en plein dans le principe directeur numéro 10. La protection, elle est double, elle doit être entendue de deux manières différentes. Il s'agit à la fois de sensibiliser enseignants et étudiants à la protection des données, mais également de sensibiliser chacun au fait que l'usage d'une intelligence artificielle peut conduire à un certain nombre de risques et se prémunir contre ces risques est l'un des principes de notre institution. Enfin, la responsabilité indique que chacun, chaque étudiante, étudiant, enseignant, enseignante, est responsable et intégralement responsable des productions qu'il ou elle obtient sur un outil d'intelligence artificielle et ne peut revendiquer le fait d'avoir généré un texte avec un outil d'intelligence artificielle pour se dédouaner des conséquences que ce texte pourrait avoir. Alors, quelques conseils aux étudiants, notamment dans leur relation avec leurs enseignants au sujet de l'intelligence artificielle. La première chose qu'il me semble important de mettre en place, c'est un contrat pédagogique en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un dialogue pour éviter que le sujet ne soit tabou et pour qu'il puisse être traité en toute transparence. Un contrat pédagogique, c'est un échange de confiance réciproque avec d'un côté l'étudiant qui aura confiance dans le fait que l'enseignant ou enseignante ne pénalisera pas l'utilisation de l'IA si elle est annoncée, et de l'autre côté, les enseignants qui auront la confiance dans le fait que les étudiantes et étudiants annonceront cette utilisation, selon des modalités, bien sûr, qu'il leur appartient de définir. Pour initier ce contrat pédagogique, je propose que les enseignants, s'ils ne le font pas spontanément, soient invités à annoncer leurs propres utilisations pédagogiques de l'IA. Les enseignants peuvent en effet utiliser l'IA pour préparer des cours, des modules, sélectionner des contenus, concevoir des vignettes, des études de cas, générer des idées de pédagogie active,
chercher des pistes pour renforcer une approche pédagogique particulière, par exemple l'approche par compétences, pour générer des formulaires, des questions, des situations d'examen, pour élaborer des grilles de notation et des barèmes, pourquoi pas même pour corriger des travaux. Les coches ici indiquent voilà, une situation fictive dans laquelle un enseignant ou une enseignante indiquerait avoir utilisé l'IA pour ces 4 types de tâches. Elle indiquerait à ses étudiantes et étudiants qu'il y a une bonne manière ensuite de demander aux étudiantes et aux étudiantes de faire la même chose. Ceci concerne l'utilisation de l'IA dans la pratique professionnelle. Il me semble également important d'annoncer la façon dont l'utilisation de l'IA sera faite dans les cours et dans les évaluations. À nouveau, en tant qu'étudiant, insister pour connaître la façon dont cela va être fait en vertu d'un principe de base de l'enseignement qui est la cohérence pédagogique, c'est-à-dire la cohérence entre les objectifs pédagogiques, les méthodes d'enseignement et les modalités d'évaluation. Si l'intelligence artificielle est utilisée dans l'enseignement, elle devra l'être au niveau des évaluations et réciproquement. Là encore, l'enseignant-enseignante peut proposer d'employer l'IA pour des tâches calquées sur, par exemple, la taxonomie de Bloom, à savoir comprendre, appliquer, analyser, évaluer, créer. À l'enseignant de décider quelles sont les tâches qui feront l'objet de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ici, un exemple fictif avec comprendre, appliquer, analyser. Ça pourrait être le contraire, évaluer, créer. Évidemment, les enseignants et enseignantes peuvent également décider de l'utiliser sans restriction ou de l'interdire intégralement. De manière générale, pour savoir ce que vous avez le droit de faire et éviter d'être accusé de tricher, vous avez besoin de connaître les limites, de connaître les règles. Ce schéma présente un axe, les extrémités de l'axe désignant deux situations extrêmes. D'une part, en haut, l'élève a fait une requête à l'IA, copie la réponse et la donne directement à l'enseignant. On imagine que c'est une situation qui sera plutôt considérée comme de la triche. Et à l'autre extrémité, l'élève a écrit l'entièreté du texte sans IA et sans consulter Internet. On considère là évidemment que ça ne sera pas de la triche, mais d'un autre côté, on se dira peut-être que c'est dommage de n'avoir pas utilisé l'intelligence artificielle. Entre les deux, tout un tas de situations. Où est la limite? Eh bien, c'est à l'enseignant, à l'enseignante de la définir. Peut-être que la limite va être définie à cet endroit-là. Et à ce moment-là, tout ce qui est au-dessus sera considéré comme de la triche, tout ce qui est en dessous sera autorisé. Mais si l'enseignant le souhaite, il peut fixer la limite à cet endroit-là, et dans ce cas, tout ce qui sera au-dessus sera considéré comme de la triche. Si l'enseignant, l'enseignante ne le fait pas, vous êtes en droit d'exiger la définition claire de ces limites et de la position du curseur. Une fois que c'est fait, vous avez besoin également d'apprendre à annoncer l'utilisation que vous faites des outils d'intelligence artificielle, pour que justement cette transparence que vous exigez de la part des enseignants, vous puissiez également la leur rendre. Dans ce tableau, avec le groupe de pilotage intelligence artificielle de la HESSO, nous avons défini plusieurs modalités d'utilisation de l'IA. Les corrections concernent les cas d'utilisation de l'intelligence artificielle qui servent à corriger des textes, par exemple des fautes d'orthographe ou des coquilles. La reformulation concerne le fait de reformuler une phrase, de demander à l'IA de la réécrire autrement, avec un style plus développée, plus courte, plus longue, peu importe. Les synthèses concernent le fait de fournir à l'intelligence artificielle un certain nombre d'idées, de textes, et lui demander d'en faire une synthèse, un résumé, mais parfois même une synthèse de plusieurs textes. Les explications concernent les cas où l'on demande une explication à l'outil d'intelligence artificielle. L'inspiration concerne les cas où on lui demande des idées, qu'on développera ensuite avec ou sans son aide. Et la citation concerne le fait de copier et coller littéralement un texte qui a été fourni par le chatbot. On pourrait imaginer d'autres situations. Et ce que nous proposons, c'est un traitement différencié de ces différents types de situations en termes d'annonce, de déclaration de l'utilisation qui est faite. En effet, on imagine que les corrections d'orthographe auront moins besoin d'être annoncées que les citations, c'est-à-dire le fait de copier-coller un texte généré par l'intelligence artificielle, où là, on voit bien qu'on est probablement dans un cas de manquement à l'intégrité académique. Alors justement, pour ce faire, nous avons proposé un certain nombre de
modalités de déclaration possibles. La première modalité, c'est la modalité non applicable. Par exemple, si l'enseignant n'éprouve pas le besoin de savoir que l'étudiant a utilisé un outil d'intelligence artificielle pour corriger son orthographe. Il ne le demande probablement pas pour le correcteur orthographique de Word, donc pourquoi le demander pour l'IA? Ensuite, les différentes modalités que nous proposons sont les suivantes. Je vais les décrire en détail. Annoncer, créditer, citer, fournir et remplir. Que signifie annoncer? Eh bien, le site qui recense les normes APA et la manière de d'écrire les références bibliographiques aux normes APA indique une modalité possible qui consiste à décrire la façon dont on a utilisé un outil d'intelligence artificielle dans la section méthode d'un article ou dans une section comparable, mais éventuellement dans l'introduction, dans la conclusion, dans les remerciements. Donc annoncer, c'est simplement déclarer quelque part dans un document qu'on a utilisé un outil d'intelligence artificielle ou plusieurs, et éventuellement préciser pour quel type d'activité cela a été fait. Créditer est un peu plus élaboré. Je me réfère cette fois-ci à un guide produit par l'Infothèque de la Haute École de Gestion de Genève. Il y a plusieurs manières de créditer, et ça se fait en général par le biais d'une note de bas de page. Donc la forme la plus simple consiste à indiquer en note de bas de page comment et pourquoi l'IA a été utilisée. Par exemple, en écrivant réponse générée par GPT-4 OpenAI, prompt utilisé, comment implémenter une fonction de tri en Python, accédé le 18 janvier 2024. Si l'on le souhaite, on peut écrire la même chose, donc une note de bas de page, mais renvoyer à une annexe, de manière à ce que l'enseignant ou l'enseignante puisse parcourir l'échange qui a eu lieu avec le chatbot. Peut-être vous dites-vous que c'est imprudent de faire ça, que ça risquerait de déprécier votre travail. Personnellement, en tant qu'enseignant, je suis extrêmement intéressé à lire les échanges que les étudiants et étudiantes ont avec leur chatbot. Cela me permet d'apprécier leur démarche et en général, ça valorise leur travail parce que je vois en fait par quel biais ils ont réussi à élaborer leurs pensées. Évidemment, si le prompt qu'ils fournissent se limite à poser une question sans définir le contexte et à obtenir une réponse et la copier-coller, ça va les desservir. Mais en général, ils ne vont pas l'inscrire en annexe. Troisième possibilité, une forme développée avec l'URL. C'est possible avec ChatGPT. Au lieu de renvoyer la conversation dans l'annexe, on va simplement indiquer le lien de la conversation. Évidemment, ça suppose d'utiliser ChatGPT et pas Copilot intégré dans Word ou d'autres chatbots qui n'offrent pas la possibilité de fournir des liens. Troisième catégorie, citer. Citer, c'est la manière peut-être une des plus élaborées de mentionner l'usage d'une application d'intelligence artificielle. Voilà un exemple. When prompted with "Is the left brain, right brain divide real or metaphor?" the ChatGPT generated text indicated that although the two brain hemispheres are somewhat specialized, et là, on ouvre les guillemets, the notation that people can be characterized as left-brained or right-brained is considered to be an oversimplification and a popular myth. Entre parenthèses, OpenAI 2023. Vous voyez que là, on a cité le chatbot comme si c'était un humain. De ce fait-là, on va renvoyer par cette parenthèse OpenAI 2023 à la liste des références bibliographiques et le site APA propose de référencer une telle citation de la manière suivante: OpenAI 2023, ChatGPT, la version entre parenthèses et éventuellement un lien. Une autre possibilité est de le faire de cette façon, mais au lieu de fournir simplement la référence, de mettre la transcription intégrale en annexe ou, comme je l'ai présenté tout à l'heure, de mentionner le lien vers la discussion, si c'est possible. Nous avons donc décrit les modalités non applicables annoncées, créditées, citées. Que veut dire fournir? Eh bien, ça signifie fournir les liens ou les textes des échanges avec le chatbot. Ils peuvent s'appliquer à peu près chacune des catégories précédentes, annoncées, créditées, citées. Nous proposons une ultime modalité, qui consiste à remplir un tableau tel que celui qui est présenté ici,
dans lequel on préciserait les outils utilisés, la façon dont ils ont été utilisés, l'endroit où on les a utilisés et éventuellement le lien sur les prompts. Voilà une manière particulièrement complète de fournir des informations sur la façon dont on a utilisé un outil d'intelligence artificielle. Vous pouvez adopter spontanément une règle pour annoncer l'utilisation des outils d'IA dans chacune de ces catégories. Dans l'idéal, ce sont les enseignantes et enseignants qui devraient vous dire que si vous faites des corrections, des reformulations, des synthèses, des explications, des inspirations, des citations, eh bien, vous êtes tenu de annoncer, créditer, citer, fournir ou remplir. Voilà à nouveau une situation fictive qui apparaît dans le tableau. J'aimerais terminer avec quelques conseils complémentaires. Je vous rappelle que pour une utilisation sûre de l'intelligence artificielle générative, il est préférable de ne pas s'éloigner trop de son propre seuil d'expertise. Je vous rappelle que s'il est important que la réponse soit vraie, alors il faut que vous soyez à peu près sûr que vous pourrez la vérifier. Peu importe comment, peut-être en la croisant avec d'autres sources, mais ça signifiera que vous serez capable de comprendre d'autres sources et de vous assurer qu'elles sont correctes. Donc, c'est un peu la seule manière de s'assurer que l'utilisation de l'intelligence artificielle est sûre. Bien sûr, je vous ai aussi indiqué que grâce au prompt engineering, vous pouviez probablement dépasser un peu ce stade, passer dans ce qu'on appelle votre zone proximale de développement, votre zone d'apprentissage, mais ça suppose de faire des prompts très précis, de bien préciser le contexte, de bien donner des rôles. Cela reste possible, mais ça ne vous permettra pas d'aller trop loin de vos connaissances et compétences. Enfin, vous pouvez aussi, bien sûr, je vous l'avais également montré, nourrir vos chatbots avec des bases de connaissances afin de, comme pour le prompt engineering, rapprocher la courbe de plausibilité de ce qui est produit par le chatbot de la courbe de véracité de ce que vous attendez. Il existe des ressources, dont celle-ci, qui est produite par le Carrefour au Canada, qui est un guide de l'étudiant pour une utilisation responsable de l'IA. Vous en trouverez un certain nombre sur Internet. J'ai trouvé celle-ci intéressante et je vais vous présenter quelques exemples d'utilisation responsable et de choses à éviter dans le cadre de certaines modalités pédagogiques. Par exemple, ici, les cours magistraux, l'utilisation responsable conduit à clarifier des concepts complexes et renforcer sa compréhension personnelle en tenant compte des objectifs d'apprentissage du cours. Ça, c'est ce qui vous est conseillé. Ce qui est déconseillé, c'est de se fier uniquement à l'IA, sachant qu'elle peut fournir des informations inexactes et demeure limitée par la dernière mise à jour du logiciel, par ses données d'entraînement, etc. Au niveau des travaux écrits que vous pourriez réaliser chez vous, l'IA peut être utilisée pour commencer une recherche documentaire, comprendre les principaux concepts. Elle peut être utile pour générer des idées, une liste de sujets, réviser des travaux, demander des commentaires sur votre propre travail, aider à définir le format de référencement, respecter l'intégrité académique est nécessaire en citant toujours les sources. Et il est préférable de sauvegarder une trace de la conversation avec l'IA pour vous souvenir que vous l'avez sollicité, pour éventuellement pouvoir la fournir à l'enseignant ou l'enseignante parce que vous l'estimerez utile ou parce qu'il ou elle vous le demandera. Par contre, l'IA n'est pas douée pour critiquer ou placer des idées dans un contexte particulier. Le risque de plagiat est élevé. Il n'est pas acceptable de soumettre le contenu généré par l'IA tel quel, en général, sauf si on vous l'autorise. Et le document précise que les vérificateurs de plagiat ne cessent d'évoluer. J'y reviendrai. Enfin, les sources de publication générées par l'IA ne sont que des prédictions. Il se peut qu'elles n'existent pas réellement. Donc, vérifiez toujours les sources, les références qui sont données, même si elles vous semblent vraies, même s'il s'agit d'un lien. Cliquez sur le lien, allez voir si effectivement ce lien existe. Je me permets de tracer cette deuxième partie. Les vérificateurs de plagiat ne cessent d'évoluer. Peut-être, mais sachez-le, les vérificateurs de plagiat, c'est-à-dire les vérificateurs d'utilisation d'IA, puisque c'est bien ce dont on parle ici, ne fonctionnent pas. En d'autres termes, l'IA ne sait pas détecter l'IA, ou elle le fait parfois, mais elle se trompe souvent. Voici un article qui a été publié dans la revue Business Week de Bloomberg, qui annonce que des détecteurs d'intelligence artificielle, soi-disant détecteurs d'intelligence artificielle, ont conduit à accuser de manière erronée des étudiants d'avoir triché. Et s'il est grave de tricher, il est probablement encore beaucoup plus grave d'accuser un étudiant qui n'a pas triché d'avoir triché. Je vous inviterai à lire cet article qui montre notamment que des tests effectués par Bloomberg à l'aide de 2 détecteurs d'IA
considérés comme deux premiers plans. Sur un échantillon de 500 essais rédigés avant le lancement de ChatGPT, ont montré que les services signalaient à tort 1 à 2 des essais comme ayant été probablement rédigés par une intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez compris, mais l'idée, c'est qu'on a fourni à ces détecteurs d'IA des travaux qui avaient été générés avant que ChatGPT n'existe. Donc, évidemment, il est absolument certain qu'aucun n'a été rédigé grâce à une IA et que le taux de détection aurait dû être de 0. Par contre, et je dirais qui plus est, il existe des outils d'IA qui peuvent humaniser les textes produits par des IA. Ici, mon collègue Thomas Steiner, qui a fait le cours sur le prompt engineering, s'est amusé à prendre un texte généré par l'IA, qui a été détecté comme étant généré par l'IA, mais il a ajouté quelques fautes d'orthographe, et ça suffit en général. Il a également utilisé un outil de paraphrase utilisant l'intelligence artificielle, et en remettant le texte dans le détecteur d'IA, ce texte apparaissait comme étant généré par un humain. Alors, ceci étant dit, ce n'est pas une raison pour tricher, parce que les enseignants et enseignantes ont d'autres méthodes pour détecter d'éventuelles fraudes. Ils peuvent détecter des ruptures de style dans un texte. Ils peuvent, s'ils vous connaissent bien, avoir des doutes sur le fait que, connaissant votre précédent travail, vous ayez pu fournir un nouveau travail qui soit si différent dans le fond, dans la qualité, dans le style. Et puis, ils ont toujours la possibilité de vous interroger à l'oral. Sachez que, par exemple, la Haute École pédagogique du canton de Vaud a modifié son règlement pour avoir le droit, la possibilité d'interroger à l'oral les étudiantes et étudiants en cas de doute sur le travail écrit. Et à ce moment-là, que le travail écrit ait été fait grâce à l'intelligence artificielle est une chose, être capable d'argumenter et d'expliquer ce qu'on a écrit en est une autre. Quoi qu'il en soit, il n'est jamais bon d'attirer le soupçon sur soi auprès de ses enseignants. Et de toute façon, c'est pas très intéressant en termes d'apprentissage. Je vais faire une petite parenthèse moralisatrice, mais je vous rappelle qu'on va à l'université pour apprendre, avant d'y aller pour obtenir un diplôme. Parce qu'un diplôme sans compétence, ça finit toujours par se voir. Et une fois que les études sont passées, on a beaucoup moins de temps de disponibilité pour apprendre. Donc je sais que ça fait un peu vieux schnock de dire ça, mais si vous êtes jeune et que vous avez du temps pour apprendre, je ne peux que vous conseiller d'en profiter un maximum et d'éviter de tricher, de déléguer votre apprentissage à une machine qui, elle, ne bénéficiera en rien de cette opération. Encore deux rubriques de ce document qui me semblaient intéressantes. Au moment des tests et des examens, l'utilisation responsable consiste à générer des questions d'entraînement pour vous préparer et vous évaluer. Et évidemment, on vous invite à ne pas tricher en utilisant l'IA pour générer vos réponses. Les travaux pratiques également peuvent faire l'objet d'aide de la part d'intelligence artificielle en aidant au processus de résolution des problèmes, en s'aidant à mieux comprendre les protocoles et la méthodologie expérimentale. Là encore, n'utilisez pas l'IA pour répondre à des questions sans comprendre ou réfléchir. Pour synthétiser l'ensemble de ces propos, je vous propose une petite infographie de l'Université de Genève qui propose un avertissement en 6 points face à l'utilisation de ChatGPT dans le cadre des études universitaires. 1. Puissant des outils d'IA disponibles sont. 2. Tentant pour toi, il est de les utiliser. 3. Le fait de les utiliser, l'indiquer, tu dois. 4. Un regard critique exercé, tu le dois aussi. 5. L'IA t'aider, le peut, te remplacer, non. Et 6. À bien utiliser ces outils, apprendre, il te faut. Voilà, c'est terminé pour ce cours et pour cette série de 8 cours dont les objectifs étaient nombreux. Nous les avons parcourus les uns après les autres avec un objectif final et global que nous venons de conclure aujourd'hui. Utiliser l'IA efficacement et sans risque dans votre parcours académique et professionnel. J'enregistrerai encore probablement une ou deux vidéos complémentaires qui seront accessibles sur ma chaîne YouTube et sur l'espace Teams du cours. Quoi qu'il en soit, continuez à vous informer, à faire votre veille sur l'intelligence artificielle et à apprendre à l'utiliser efficacement et sans risque. Merci et à bientôt.